568 après Jésus-Christ. L'Italie n'est plus que l'ombre d'elle-même. 15 ans après la fin de la guerre gothique, la péninsule ressemble à un champ de bataille abandonné. Les cadavres pourrissent encore dans les fossés, les villes sont à moitié désertes, les champs en friche. Cette terre qui fut le cœur de l'Empire romain, le centre du monde civilisé, n'est plus qu'une coquille vide. Et pourtant, le pire reste à venir. Au printemps de cette année-là, un peuple entier franchit les Alpes juliennes. Plus de 200 000 Lombards, accompagnés de Gépides, de Saxons, d'Hérules et même d'Avares, déferlent sur l'Italie du Nord comme une marée humaine. Cette invasion va sceller le destin de la péninsule pour les 7 siècles à venir. Rome, qui a survécu aux Visigoths, aux Vandales, aux Ostrogoths, ne se remettra jamais de ce coup fatal. Pour comprendre ce qui se passe en 568, il faut revenir 20 ans en arrière, quand l'empereur byzantin Justinien décide de reconquérir l'Occident perdu. Justinien monte sur le trône de Constantinople en 527 avec une obsession: restaurer l'Empire romain dans toute sa gloire. L'Afrique du Nord est aux mains des Vandales, l'Espagne aux Visigoths, l'Italie aux Ostrogoths. Pour Justinien, c'est intolérable. Ces territoires appartiennent à Rome depuis des siècles. Il faut les reprendre. En 535, il lance la reconquête de l'Italie. Son général Bélisaire débarque en Sicile avec à peine 10 000 hommes. Au début, tout semble facile. Naples tombe, Rome est prise. Mais les Ostrogoths ne comptent pas abandonner leur royaume sans combattre. Leur roi Totila lance une contre-offensive dévastatrice. La guerre s'éternise, devient de plus en plus brutale. Les armées ravagent tout sur leur passage. Les paysans sont massacrés ou meurent de faim. La peste se propage dans les villes affamées. En 552, Justinien envoie un nouveau général, Narsès, un eunuque de 80 ans qui n'a rien d'un guerrier classique mais possède un génie tactique redoutable. Narsès écrase Totila à la bataille de Taginé. Le roi ostrogoth meurt pendant la déroute. Quelques mois plus tard, son successeur Théia tombe au combat au pied du Vésuve. Les Ostrogoths acceptent de quitter l'Italie. Justinien a gagné, mais à quel prix? La guerre a duré près de 25 ans. Un quart de siècle de massacres, de famines, d'épidémies. Des villes entières ont été rasées. Rome elle-même a changé plusieurs fois de main, ses aqueducs détruits, sa population réduite de presque 1 million d'habitants à moins de 30 000 âmes. L'administration romaine si perfectionnée sous Théodoric a été anéantie. Les routes ne sont plus entretenues. Le commerce a disparu. L'Italie est exsangue. Et pour défendre cette conquête si chèrement acquise, Byzance n'a presque plus de soldats. Les garnisons sont dérisoires, les fortifications en ruine. Narsès gouverne ce désastre depuis Ravenne, dernière capitale de l'Empire d'Occident, mais son autorité ne s'étend guère au-delà des zones côtières. L'intérieur des terres est à l'abandon. C'est dans ce contexte de chaos total qu'arrive 568. L'Italie est une proie facile pour quiconque voudra s'en emparer. Et quelqu'un veut s'en emparer. Les Lombards. Ou plus exactement les Langobards, les Longues-Barbes. Ce peuple germanique vient de loin. Tacite les mentionne déjà en l'an 98, installés sur les rives de l'Elbe. Pendant des siècles, ils errent dans l'ombre, peuple de second plan que personne ne remarque vraiment. Au 5e siècle, ils migrent vers le Danube. Au 6e, ils s'établissent en Pannonie, l'actuelle Hongrie occidentale. In Pannonie, les Lombards se transforment. De peuples de paysans et de guerriers à pied, ils deviennent des cavaliers redoutables. Ils adoptent des tactiques militaires sophistiquées, apprises au contact des Byzantins et des peuples des steppes. Beaucoup se convertissent au christianisme arien, cette forme de christianisme considérée comme hérétique par Rome et Constantinople. D'autres restent païens, adorant encore les anciens dieux germaniques. Sous le roi Audouin, les Lombards passent au service de Constantinople. Ils deviennent des fédérés de l'Empire, c'est-à-dire des auxiliaires barbares payés pour combattre les ennemis de Byzance. En 552, des contingents lombards participent même à la bataille de Taginé aux côtés de Narsès contre les Ostrogoths. Ces guerriers lombards découvrent alors l'Italie. Ils voient la richesse de ses terres, même dévastées. Ils entendent parler de ses villes, de ses trésors. Cette vision ne les quittera plus. Mais en Pannonie, un danger bien plus terrible se profile. Les Avares.
Ce peuple nomade venu des steppes d'Asie centrale possède une puissance militaire écrasante. Leurs archers montés sont invincibles en rase campagne. Leur chef, le Khagan Bayan, construit un empire qui s'étend de la mer Noire au Danube. Les Lombards comprennent qu'ils ne peuvent pas résister. Il faut partir ou être anéanti. Le roi Audouin meurt vers 560. Son fils Alboin lui succède. C'est un homme dans la force de l'âge, né vers 530, qui a déjà fait ses preuves au combat. Son nom germanique, Alfouin, signifie « ami des elfes ». Mais il n'a rien d'un être féerique. C'est un guerrier brutal, impitoyable, qui va marquer l'histoire de son empreinte sanglante. Pour comprendre Alboin, il faut raconter l'histoire qui va définir son règne. Une histoire de guerre, de vengeance et d'un trophée macabre qui entra ses derniers jours. En 565, les Lombards sont en conflit avec leurs voisins les Gépides, un autre peuple germanique installé à l'est de la Pannonie. Les deux peuples se disputent le contrôle du bassin du Danube. Alboin cherche des alliés. Il se tourne vers les Avars de Bayan. Ensemble, ils vont écraser les Gépides. En 567, l'attaque est lancée. Alboin vient du nord-ouest, Bayan du nord-est. Le roi des Gépides, Cunimond, tente d'empêcher la jonction des deux armées. Il attaque les Lombards entre la rivière Tibiscu et le Danube. Mais les Lombards sont trop forts. Les Gépides sont écrasés. Cunimond tombe au combat. Ce qui se passe ensuite va entrer dans la légende. Alboin décapite le cadavre de Cunimond. Il garde le crâne comme trophée de guerre. Plus encore, il le fait transformer en coupe à boire. Une pratique barbare connue chez certains peuples germaniques, mais d'une cruauté particulière dans ce cas précis. Car Alboin va épouser la fille de Cunimond, la princesse Rosemonde. Certaines sources prétendent qu'Alboin était amoureux de Rosemonde et l'a enlevée. D'autres, plus crédibles, affirment qu'il l'a prise comme butin de guerre et l'a forcée à l'épouser pour sceller une alliance avec les Gépides survivants. Rosemonde n'a pas le choix. Son peuple vient d'être détruit, son père tué, et maintenant elle doit partager le lit de l'homme qui porte le crâne de son père à sa ceinture. Paul Diacre, l'historien lombard qui raconte cette histoire près de 2 siècles plus tard, affirme avoir vu cette coupe de ses propres yeux à la cour du roi Ratchi. Il jure sur le Christ que c'est vrai. Le crâne de Cunimond a donc vraiment existé, conservé pendant des générations comme une relique macabre du pouvoir d'Alboin. La destruction des Gépides marque un tournant. Les Avars deviennent trop puissants. Ils occupent maintenant toute la Pannonie orientale et menacent les territoires lombards. Alboin comprend qu'il doit partir. Mais où aller? L'Italie. L'Italie que ses guerriers ont vue en combattant pour Narsès. L'Italie riche et affaiblie. L'Italie sans défense. C'est la solution évidente. Selon certaines sources, Narsès lui-même aurait invité les Lombards. Cette théorie est controversée mais pas complètement invraisemblable. En 568, le vieil eunuque gouverne toujours l'Italie byzantine depuis Ravenne. Il a près de 90 ans. La nouvelle impératrice Sophie, épouse de Justine II qui a succédé à Justinien en 565, déteste Narsès. Elle l'accuse de tous les maux et exige son rappel à Constantinople. Certains disent qu'elle lui aurait envoyé une quenouille et un fuseau pour lui rappeler sa condition d'eunuque, l'humiliant publiquement. Narsès, furieux, aurait décidé de se venger en ouvrant l'Italie aux Lombards. Mais cette histoire sent la légende. Plus probable est qu'Alboin ait simplement négocié avec Narsès ou ses représentants, peut-être pour obtenir des terres au nord du Pô en échange de services militaires, comme cela s'était fait auparavant avec les Ostrogoths. Quelle que soit la vérité, Alboin prend sa décision. Le peuple lombard tout entier va migrer vers l'Italie. Mais d'abord, il faut un accord avec les Avars. Bayan, le Khagan des Avars, n'est pas un imbécile. Il comprend parfaitement que si les Lombards partent, toute la Pannonie sera à lui. Mais il accepte quelque chose d'extraordinaire. Un traité qui permet aux Lombards de revenir en Pannonie pendant les 200 ans à venir s'ils en ont besoin. C'est une clause de sauvegarde remarquable, preuve qu'Alboin n'est pas certain de réussir en Italie. Au printemps 568, le lundi de Pâques, les Lombards quittent le lac Balaton. Ce n'est pas juste une armée. C'est une migration totale. Des familles entières, des femmes, des enfants, des vieillards. Des chariots chargés de possessions,
des troupeaux de bétail. Plus de 200 000 personnes selon les sources. Les Lombards ne partent pas seuls. Des Gépides survivants se joignent à eux, ainsi que 20 000 Saxons, des Hérules, et même des contingents avares qui cherchent l'aventure. Cette horde immense traverse les Alpes par le Frioul. Le 20 ou 21 mai 568, elle franchit la frontière de l'Italie. Les maigres garnisons byzantines ne peuvent rien faire. Elles sont submergées par le nombre. La plaine du Pô s'ouvre devant les envahisseurs. Alboin s'empare immédiatement du Forum Julii, l'actuel Frioul, qui prend son nom. Puis c'est Aquilée qui tombe, cette ville majeure de la Vénétie. Les Lombards se répandent dans la plaine comme une inondation. En quelques mois, tout le nord de l'Italie entre les Alpes et le Pô est conquis. Ce qui frappe, c'est la rapidité. Contrairement aux Ostrogoths qui avaient mis des années à contrôler l'Italie, les Lombards submergent tout en quelques semaines. Pourquoi? Parce que l'Italie n'a plus de défense. Les guerres gothiques ont tué ou dispersé la population. Les villes n'ont plus d'armée. Les fortifications sont en ruine. Les Byzantins n'ont que quelques milliers de soldats éparpillés dans toute la péninsule. Mais il y a des résistances. Certaines villes fortifiées ferment leurs portes et tiennent bon. Les Lombards découvrent alors que prendre des villes fortifiées, même affaiblies, n'est pas facile. Ils n'ont pas d'expérience des sièges complexes. Leurs forces sont avant tout des cavaliers et des fantassins habitués aux batailles en rase campagne. Milan tombe en 569 sans grande résistance. C'est une victoire majeure. La capitale de l'Italie du Nord est aux Lombards. Alboin établit son quartier général à Vérone. De là, il organise la conquête du reste de la péninsule. Des bandes lombardes s'infiltrent partout. Certaines descendent dans les Apennins. D'autres poussent jusqu'au centre de l'Italie. Deux chefs de guerre, Zotto et Faroald, créent des duchés autonomes, Bénévent dans le sud et Spolète dans le centre. Ces territoires lombards coupés du reste du royaume vont devenir des puissances indépendantes qui survivront des siècles après la chute du royaume du Nord. Pendant ce temps, d'autres bandes lombardes tentent leur chance en Gaule. En 574, trois ducs lombards lancent une triple attaque contre la Gaule franque. Amo passe par le col de l'Arche et atteint Avignon. Zaban arrive jusqu'à Valence. Rawdon assiege Grenoble. Il pille, massacre, vole les troupeaux de la Croix, rançonnex. Mais les Francs contre-attaquent. Le général Mumolus les repousse au-delà des Alpes. Le roi Gontran ferme les passages alpins en occupant Aoste et Suse. Les Lombards comprennent que la Gaule est trop bien défendue. Ils se concentrent sur l'Italie. Une ville résiste, Pavie. Située sur le Tessin, Pavie contrôle les routes vers la plaine du Pô et l'ouest de l'Italie. Ses murailles sont solides. Ses défenseurs déterminés. Alboin met le siège devant la ville. Le siège va durer 3 ans. 3 années pendant lesquelles Alboin gouverne depuis Vérone, organise son royaume, distribue les terres conquises à ses guerriers. Les Lombards ne partagent pas les terres avec les populations locales comme l'avaient fait les Burgondes ou les Visigoths. Ils confisquent tout. Les terres d'État byzantins, les propriétés des aristocrates romains, tout va aux guerriers lombards. Les petits propriétaires italiens doivent verser un tiers de leur récolte au nouveau maître. Progressivement, ils s'appauvrissent, tombent dans la dépendance. L'administration byzantine si sophistiquée disparaît. Les Lombards ne connaissent rien à la bureaucratie romaine. Ils gouvernent comme ils l'ont toujours fait, par la force des armes. Le pays est divisé en territoires contrôlés par des ducs, des chefs de guerre qui doivent rendre compte au roi mais possèdent une grande autonomie. Alboin aurait créé 36 duchés selon Paul Diacre. La population italienne subit un choc culturel terrible. Ces barbares ne parlent pas latin. Ils sont ariens ou païens. Ils méprisent la civilisation romaine. Leur loi est celle de l'épée. Pour les Italiens habitués à l'ordre romain, même décadent, c'est un retour à l'âge des ténèbres. En 572, Pavie finit par tomber. Après 3 ans de siège, les défenseurs sont à bout. La ville est rend. Alboin en fait sa capitale. Le choix est stratégique. Pavie est bien placé pour contrôler le nord de l'Italie, plus central que Vérone. Alboin est maintenant roi d'un vaste territoire. Tout le nord de l'Italie lui appartient. Des duchés lombards contrôlent Spolète et Bénévent. Seules quelques zones échappent aux Lombards,
l'exarcat de Ravenne autour de la capitale byzantine, la Vénétie lagunaire où les populations se sont réfugiées et qui deviendra Venise, Rome et son territoire, Naples et la pointe sud de l'Italie. L'Italie est désormais coupée en deux, une moitié lombarde, une moitié byzantine. Cette division va durer des siècles. Alboin a réussi. En 4 ans, il a conquis plus de territoire que Bélisaire en 10 ans. Il a créé un royaume qui va durer 2 siècles. Il devrait savourer sa victoire. Mais son passé va le rattraper. Vérone, juin 572. Alboin donne un grand festin dans son palais. Les nobles lombards sont réunis. Le vin coule à flot. L'atmosphère est joyeuse. Le roi est ivre, plus ivre que de raison. Et là, devant tous ses invités, Alboin commet l'erreur qui va lui coûter la vie. Il fait apporter une coupe. Pas n'importe quelle coupe. La coupe faite du crâne de Cunimond. Il la remplit de vin. Et il la tend à Rosemonde. « Buvez gaiement avec votre père », dit-il en riant. Le silence tombe sur l'assemblée. Rosemonde prend la coupe. Elle ne montre aucune émotion. Elle boit. Puis elle repose la coupe et retourne à sa place. Mais dans son cœur, quelque chose vient de se briser définitivement. Pendant 5 ans, elle a supporté d'être l'épouse de l'assassin de son père. Pendant 5 ans, elle a enduré cette humiliation en silence. Mais cet affront public est de trop. Rosemonde décide que son mari doit mourir. Elle a un amant, Elmichi, le frère adoptif d'Alboin, un jeune noble lombard ambitieux. Elle le convainc d'assassiner le roi. Les versions divergent sur la manière dont elle s'y prend. Certaines sources disent qu'elle est amoureuse d'Elmichi. D'autres qu'elle le manipule froidement. Peu importe. Elmichis accept. Mais Elmichi ne peut pas agir seul. Il a besoin d'aide. Rosemonde séduit alors Peredeo, le plus fort guerrier de la cour, et le convainc de participer au complot. Selon Paul Diacre, elle use d'une ruse. Elle se fait remplacer par une servante dans le lit de Peredeo une nuit, puis le menace de révéler qu'il a couché avec la reine s'il refuse de l'aider. Le 28 juin 572, Alboin fait sa sieste quotidienne. Il est seul dans sa chambre, désarmé. Les conspirateurs ont volé son épée et l'ont attachée au fourreau pour qu'il ne puisse pas la dégainer. Elmichi et Peredeo entrent dans la chambre. Alboin se réveille. Il voit les assassins. Il saisit son épée mais ne peut pas la sortir. Il attrape alors un tabouret et se défend avec l'énergie du désespoir. Mais c'est inutile. Les 2 hommes le percent de leurs épées. Le roi des Lombards, le conquérant de l'Italie, meurt dans une mare de sang pendant sa sieste. Rosemonde a vengé son père. Les conspirateurs pensent pouvoir prendre le pouvoir. Elmichis se proclaim Roy. Il épouse Rosemonde. Ils ont le soutien du gouverneur byzantin de Ravenne, Longinu, qui a probablement aidé à organiser le complot. Constantinople voit d'un bon œil la mort d'Alboin. Mais les ducs lombards refusent de reconnaître Elmichi. Qui est-il pour prétendre au trône? Il n'est qu'un assassin. Les ducs élisent leur propre roi, Clef, le duc de Pavie. Elmichi et Rosemonde doivent fuir à Ravenne, en territoire byzantin. Longinu les accueille. Mais il a ses propres plans. Il veut Rosemonde pour lui-même. Il la convainc de se débarrasser d'Elmichi. Rosemonde prépare une coupe de vin empoisonné pour son amant. Mais Elmichi soupçonne quelque chose. Quand il voit Rosemonde hésiter à boire, il comprend. Il la force à boire dans la coupe. Le poison agit rapidement. Rosemonde meurt. Elmichi, réalisant qu'il est également condamné, boit le reste du poison. Ils meurent tous les deux, victimes de leur propre trahison. Une fin tragique pour une histoire tragique. La fille du roi Gépide, forcée d'épouser l'assassin de son père, qui tue son mari pour le venger, qui trahit son amant, et qui meurt empoisonnée par sa propre main. Une tragédie shakespearienne avant Shakespeare. Pendant ce temps, Clef règne sur les Lombards. Son règne est bref et brutal. Il persécute violemment l'aristocratie romaine et byzantine. Selon Paul Diacre, il fait périr beaucoup de Romains par l'épée et en chasse d'autres. Il confisque leurs terres, les distribue à ses guerriers. Il tente d'étendre encore la domination lombarde. Mais en 574, à peine 18 mois après son élection, Clef est assassiné par un jeune garde du corps. Les raisons exactes de cet assassinat sont inconnues.
Vengeance personnelle? Complot byzantin? Rivalité entre nobles lombards? Nous ne le saurons jamais. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose d'unique dans l'histoire médiévale. Les Lombards suppriment la royauté. Ils décident de ne pas élire de nouveaux rois. Pendant 10 ans, de 574 à 584, les Lombards n'ont pas de roi. 35 ducs gouvernent leur territoire de manière autonome. C'est l'anarchie. Ou plutôt, c'est une polyarchie, un gouvernement par multiples chefs indépendants. Ces 10 années sont un cauchemar pour l'Italie. Les ducs lombards, libérés de toute autorité centrale, font ce qu'ils veulent. Ils errent en bande à travers la péninsule, pillant, tuant, brûlant. Des Farailles, ces bandes de guerre lombardes composées de quelques milliers d'hommes, parcourent le pays comme des loups affamés. Paul le diacre écrit que les Lombards mettent l'Italie à feu et à sang. Ce n'est pas une exagération. Sans roi pour les contrôler, les ducs se comportent comme des seigneurs de guerre autonomes. Certains s'allient à Byzance, d'autres attaquent les territoires byzantins. Certains se battent entre eux pour des questions de territoire ou de prestige. La population italienne subit cette terreur sans pouvoir se défendre. Les villes sont pillées. Les campagnes ravagées. L'économie s'effondre complètement. La famine se répand. Les maladies suivent. L'Italie, déjà exsangue après les guerres gothiques, touche le fond. Byzance tente quelques opérations de reconquête mais sans succès. L'empereur Maurice, qui règne à Constantinople, n'a pas les moyens militaires d'une grande campagne en Italie. Il est occupé à défendre les Balkans contre les Avars et à combattre les Perses en Orient. Il peut juste maintenir l'exarcat de Ravenne et quelques autres enclaves côtières. Rome survit miraculeusement. La ville est toujours officiellement byzantine, gouvernée par le pape sous l'autorité nominale de l'exarque de Ravenne. Mais dans les faits, le pape devient le véritable maître de Rome. Grégoire Ier, qui devient pape en 590, doit négocier avec les ducs lombards pour protéger la ville. Il paie des tributs, organise la défense, nourrit la population. Le pouvoir temporel de la papauté naît de cette nécessité. Les duchés de Spolète et Bénévent deviennent pratiquement indépendants. Trop loin du nord pour être contrôlés efficacement, ils se développent comme des entités séparées. Bénévent en particulier va devenir une puissance majeure en Italie du Sud. En 584, les ducs lombards réalisent enfin qu'ils sont en train de perdre. Les Francs menacent au nord. Les Byzantins se renforcent. Les duchés risquent d'être absorbés un par leurs ennemis plus puissants et mieux organisés. Il leur faut un roi pour coordonner la défense. Ils élisent Ottari, le fils de Clef. C'est un choix symbolique fort, ils reviennent à la dynastie légitime. Mais Ottari doit payer le prix de son élection. Les ducs exigent qu'il leur donne la moitié de leurs biens pour reconstituer le trésor royal et l'assise du pouvoir monarchique. Ottari accepte. La royauté lombarde est restaurée. Avec Ottari commence la véritable construction du royaume lombard. Il épouse Théodelinde, une princesse bavaroise catholique. Ce mariage est crucial. Il ouvre la voie à la conversion progressive des Lombards au catholicisme, qui va faciliter leur intégration à la population italienne. Après la mort d'Ottari en 590, Théodelinde épouse Agilulphe, le duc de Turin, qui devient roi. Agilulphe règne jusqu'en 616 et met en place un État plus centralisé. Il reprend la politique des Ostrogoths, une collaboration entre Romains et Lombards, les premiers assurant l'administration civile, les seconds la sécurité militaire. Il étend le territoire lombard en Émilie et assiège Rome sans succès. Sous le roi Rothari, qui règne de 636 à 652, la loi lombarde est mise par écrit. L'édit de Rothari, rédigé en latin en 643, est un code juridique complet qui va coexister avec le droit romain. Les Lombards détiennent le pouvoir politique et militaire, les Italiens font fonctionner l'Église et l'administration. L'Italie est coupée en deux, une moitié lombarde, une moitié byzantine. Cette division va avoir des conséquences immenses. Rome ne contrôle plus l'Italie. L'empereur à Constantinople est trop loin, trop faible. Le pape devient le véritable protecteur de Rome et de l'Italie centrale. Quand les Lombards menacent Rome au 8e siècle, le pape ne peut compter sur Byzance. Il se tourne vers une nouvelle puissance, les Francs.
En 751, le roi lombard Estulfe prend Ravenne, mettant fin à l'exarcat byzantin. Pour la première fois depuis Honorius, l'empereur ne contrôle plus aucune partie significative de l'Italie continentale. Seules quelques enclaves côtières restent byzantines. Venise, Naples, la pointe sud de la Calabre. Le reste appartient aux Lombards ou au pape. Le pape Étienne II, menacé par les Lombards, traverse les Alpes en 754 pour rencontrer Pépin le Bref, roi des Francs. Il lui demande protection. Pépin accepte. Il descend en Italie et bat les Lombards. Plus important encore, il donne au pape les territoires conquis, la donation de Pépin. Les États pontificaux naissent officiellement. 20 ans plus tard, en 774, Charlemagne met fin au royaume lombard. Le roi Didier résiste depuis Pavie, mais après un siège difficile, la ville tombe. Charlemagne prend le titre de « roi des Lombards ». Le royaume lombard du Nord a vécu. Mais ce n'est pas la fin des Lombards. Le duché de Bénévent survit et se transforme en principauté. Les duchés lombards du Sud vont exister pendant 3 siècles encore, jusqu'à la conquête normande au XIe siècle. Le droit lombard se maintient dans une grande partie de l'Italie méridionale jusqu'au XIIe siècle. Que reste-t-il de cette invasion de 568? Énormément. L'Italie ne s'en est jamais remise. Avant les Lombards, l'Italie était encore, malgré tout, une terre romaine. Après les Lombards, elle ne l'est plus. Le nom même de Lombardie témoigne de cet héritage. Cette région autour de Milan, cœur économique de l'Italie moderne, porte le nom des conquérants barbares. Des dizaines de noms de lieux en Italie du Nord contiennent des éléments germaniques, Fara, bande de guerre, Engo, Ingo. La langue italienne elle-même a conservé des mots d'origine lombarde. Mais au-delà de la toponymie et du vocabulaire, c'est toute la structure politique de l'Italie qui a changé. Avant 568, l'Italie était unie sous l'autorité byzantine, héritière de Rome. Après 568, elle est divisée en multiples entités, royaume lombard, exarcat byzantin, duché autonome, et bientôt États pontificaux. Cette division va devenir permanente. L'Italie restera fragmentée pendant 13 siècles, jusqu'à l'unification de 1861. Nord contre Sud, Rome contre Milan, Guelfe contre Gibelin, République contre Duché. Tous ces conflits qui vont déchirer l'Italie médiévale et moderne ont leur origine dans la fracture créée par l'invasion lombarde. Rome, surtout, ne s'en remettra jamais. Avant les Lombards, Rome était encore la capitale symbolique du monde occidental, même diminuée. L'empereur régnait depuis Constantinople, mais Rome restait Rome, la ville éternelle. Après les Lombards, Rome n'est plus qu'une ville moyenne, capitale d'un territoire papal, menacée en permanence par les barbares à ses portes. La population de Rome, qui avait déjà chuté de près d'1 million sous Auguste à peut-être 100 000 sous les Ostrogoths, s'effondre à 30 000 ou 40 000 habitants pendant les guerres gothiques. Avec les Lombards aux portes, elle ne se relèvera pas. Au 8e siècle, Rome n'a plus que 20 000 habitants. La ville qui dominait le monde est devenue une bourgade provinciale dont la moitié est en ruine. Les grands monuments romains tombent en décadence. Les aqueducs ne sont plus entretenus. Le forum devient un marché aux bestiaux. Les temples païens sont transformés en églises ou abandonnés. Le Colisée sert de carrière de pierre. Rome s'enfonce dans ce qu'on appellera plus tard le Moyen Âge. L'administration romaine, cette merveille de bureaucratie qui avait gouverné un empire pendant des siècles, disparaît complètement du nord de l'Italie. Les Lombards gouvernent selon leur propre tradition germanique. Le droit romain survit, mais à côté du droit lombard. Le latin reste la langue écrite, mais le lombard est parlé par les conquérants. Une fusion culturelle commence, lente, douloureuse, qui va prendre des siècles. L'Église catholique sort renforcée de cette catastrophe. Face aux barbares ariens ou païens, l'Église devient le refuge de la romanité. Les évêques deviennent les véritables administrateurs des villes. Le pape devient un chef d'État temporel, défenseur de Rome quand l'empereur ne peut plus la protéger. Cette évolution va conduire à la création d'un État papal qui va durer 1000 ans. Sur le plan économique, l'invasion lombarde parachève la ruine de l'Italie. Le commerce méditerranéen, déjà très affaibli, s'effondre presque complètement. Les routes ne sont plus sûres. Les ports sont coupés de leur arrière-pays.
L'économie monétaire régresse. On retourne au troc dans de nombreuses régions. C'est vraiment la fin du monde antique et le début du Moyen Âge. Qu'est-ce qui a permis à 200 000 barbares de conquérir l'Italie en quelques mois? Comment une poignée de guerriers lombards a-t-elle pu détruire ce qui restait de l'Empire romain d'Occident? La réponse est simple, l'Italie était déjà morte. Les guerres gothiques l'avaient tuée. Justinien, dans sa volonté obsessionnelle de restaurer l'Empire romain, avait détruit ce qu'il voulait sauver. 25 ans de guerre totale avaient transformé l'Italie en désert. La population était décimée. L'administration anéantie. L'armée dispersée. L'économie ruinée. Les Lombards n'ont pas conquis l'Italie. Ils l'ont ramassée. Ils sont entrés dans une maison vide et s'y sont installés. La résistance byzantine a été dérisoire parce qu'il n'y avait presque rien à défendre. C'est la leçon de 568. Quand un État s'effondre de l'intérieur, même les barbares les moins organisés peuvent le conquérir. L'Empire romain d'Occident n'est pas tombé à cause de la supériorité militaire des barbares. Il est tombé parce qu'il s'était autodétruit dans des guerres civiles et des tentatives de reconquête désastreuses. L'ironie est cruelle. Justinien voulait restaurer la grandeur de Rome. Il a dépensé des fortunes, sacrifié des centaines de milliers de vies, épuisé son empire pour reconquérir l'Italie. Et 15 ans après sa mort, tout était perdu. Pire que perdu, l'Italie était entre les mains de barbares encore plus destructeurs que les Ostrogoths qui l'avaient tant voulu chasser. Narsès, le grand général qui avait vaincu les Ostrogoths, meurt vers 573, peu après l'invasion lombarde. Il a près de 95 ans. Selon certaines sources, il serait mort à Rome en tentant désespérément de défendre la ville. Mort symbolique en effet, le dernier défenseur de la romanité meurt au moment où Rome perd définitivement son statut de capitale du monde occidental. 568 marque une rupture civilisationnelle. Avant cette date, on peut encore parler d'antiquité tardive, de continuité avec le monde romain. Après 568, c'est clairement le Moyen Âge. L'Italie bascule dans un autre monde. Les villes cessent d'être des centres administratifs pour devenir des forteresses où la population se réfugie. Les campagnes se vident. Les grandes propriétés romaines disparaissent, remplacées par des domaines fortifiés contrôlés par des ducs lombards. La société se militarise. Le guerrier devient le modèle social dominant. La culture écrite régresse dramatiquement. Les écoles fermentent. Les bibliothèques disparaissent. Le savoir antique se réfugie dans les monastères. Hors des cloîtres, l'analphabétisme se répand, même parmi l'aristocratie. On entre dans ce qu'on appellera plus tard les siècles obscurs. Les Lombards eux-mêmes vont se transformer. Ces barbares ariens et païens qui ont envahi l'Italie en 568 vont progressivement adopter le catholicisme, le latin, les lois romaines. En 2 ou 3 générations, ils seront presque indiscernables des Italiens. Mais cette fusion va prendre du temps, un temps pendant lequel l'Italie souffre terriblement. Au 7e siècle, sous des rois comme Rothari et Grimoald, le royaume lombard se stabilise. Une administration se met en place, inspirée de Byzance. La conversion au catholicisme progresse. Les relations avec la papauté s'améliorent. L'Italie lombarde trouve un certain équilibre. Au 8e siècle, sous le grand roi Liutprand, le royaume lombard atteint son apogée. Liutprand règne de 712 à 744 et tente d'unifier toute l'Italie sous son autorité. Il modernise les lois, contrôle les ducs, entretient de bons rapports avec le pape. Mais son successeur Estulfe commet l'erreur de menacer Rome directement. Le pape appelle les Francs à l'aide. En 774, Charlemagne met fin au royaume lombard. Mais même après 774, l'héritage lombard persiste. Le royaume d'Italie créé par Charlemagne conserve les structures lombardes. Les lois lombardes restent en vigueur. La principauté de Bénévent maintient l'identité lombarde en Italie du Sud pendant 3 siècles encore. Et le nom de Lombardie rappelle à tous que des barbares venus du Nord ont un jour conquis l'Italie et changé son destin pour toujours. On peut s'interroger sur ce qui se serait passé si l'invasion lombarde n'avait pas eu lieu. Si Narsès avait réussi à maintenir la domination byzantine sur l'Italie. Si Justinien n'avait pas épuisé l'Italie dans ses guerres de reconquête. Si les Lombards étaient restés en Pannonie. L'Italie serait peut-être restée byzantine.
Elle aurait pu conserver son unité, sa culture gréco-romaine, son administration sophistiquée. Rome serait restée une grande ville, même si Constantinople était la capitale impériale. La Renaissance italienne du XIIIe siècle aurait pu se produire 5 siècles plus tôt. Mais c'est de la fiction. La réalité est que l'invasion lombarde a eu lieu. Et elle a changé l'Italie à jamais. L'unité romaine a été brisée. La continuité avec l'Antiquité a été rompue. L'Italie est entrée dans le Moyen-Âge par la force. 200 000 barbares ont suffi. Ils ont franchi les Alpes au printemps 568 et en quelques mois, l'Italie romaine a cessé d'exister. Rome ne s'en est jamais remise. Pendant 13 siècles, jusqu'à l'unification de 1861, l'Italie restera divisée, fragmentée, dominée par des puissances étrangères. Tout cela a commencé en 568, quand Alboin a mené son peuple à travers les montagnes vers la terre promise d'Italie. L'invasion lombarde n'est pas l'événement le plus connu de l'histoire. On parle plus des Huns d'Attila, des Vandales de Genséric, des Wisigoths d'Alaric. Mais en termes d'impact à long terme, l'invasion lombarde surpasse toutes les autres invasions barbares. Elle a mis fin définitivement au monde romain en Occident. Elle a créé la division politique de l'Italie qui a duré jusqu'au XIXe siècle. Elle a donné naissance aux États pontificaux et donc au pouvoir temporel de la papauté. Elle a forcé l'Église à chercher protection chez les Francs, conduisant au couronnement de Charlemagne et à la naissance du Saint-Empire romain germanique. Tout ça parce qu'un roi barbare avec le crâne de son beau-père attaché à sa ceinture a décidé de quitter la Pannonie au printemps 568. L'histoire est parfois étrange. Un guerrier brutal et cruel, assassiné par sa femme qui l'avait humilié, devient indirectement le fondateur d'un ordre nouveau. Alboin n'a régné que 4 ans sur l'Italie. Il n'a pas eu le temps de créer un État stable. Il est mort dans son lit, poignardé par ses proches. Mais son invasion a marqué l'histoire comme peu d'événements l'ont fait. 568 après Jésus-Christ. L'année où l'Italie romaine est morte. L'année où l'Italie médiévale est née. L'année où Rome a perdu définitivement sa place de centre du monde. L'année que l'histoire a peut-être oubliée, mais dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui, dans la géographie politique de l'Italie, dans son identité régionale si forte, dans la division entre Nord et Sud qui remonte à cette fracture originelle créée par les Lombards. Les barbares de 568 sont depuis longtemps retournés à la poussière. Leurs tombes ont été pillées ou oubliées. Leur langue a disparu. Leur royaume a été conquis par Charlemagne. Mais leur invasion résonne encore à travers les siècles. Chaque fois qu'on parle de la Lombardie, on invoque leur mémoire. Chaque fois qu'on évoque la division de l'Italie, on retourne à ce moment fatidique où 200 000 barbares ont franchi les Alpes et ont changé le cours de l'histoire européenne. C'est ça, l'héritage de l'invasion lombarde, non pas une simple conquête militaire, mais une transformation totale, irréversible, qui a façonné l'Europe que nous connaissons. Rome ne s'en est jamais remise. Et d'une certaine manière, l'Occident non plus.